Je ne suis pas rémunéré en tant que prof pour mentir, mais pour dire la vérité, ce que je fais. Donc moi, je conçois mon rôle comme permettant de déconstruire ce domaine, l'économie ou la finance, de montrer qu'il mène à une impasse. Le 15 mars 2023, la FINMA, justement, et la Banque nationale suisse indiquent dans une déclaration que Crédit Suisse satisfait toutes les contraintes en ce qui concerne les capitaux propres et les liquidités. Une heure après, cette banque demande un crédit de 50 milliards de francs. Alors on aimerait comprendre, si tout va bien, pourquoi il demande un crédit de 50 milliards de francs. 3-4 jours après, cette banque est en faillite. Sur quelles données se sont basées la FINMA et la Banque nationale pour affirmer le 15 mars que tout allait bien au fond des choses? Depuis 2007-2008, on savait que les grandes banques, en particulier Crédit Suisse, sont sous-capitalisées, que les rémunérations des directeurs sont grotesques et que ces banques prennent des risques aux dépens du contribuable. Donc, ce qui s'est rajouté pour Crédit Suisse, c'est qu'elle a été impliquée dans X scandales. Il fallait vraiment les chercher. Les affaires Greensill, Archegos, blanchiment de l'argent de la drogue en Bulgarie, etc. etc. Donc, dans ce jeu de domino, dans ce château de cartes, c'est les plus faibles qui tombent. Donc, certains hedge funds ont identifié justement Crédit Suisse, à juste titre, comme étant le maillon faible, et puis ils l'ont mis dans le viseur, puis ils ont tiré. On joue au casino. Si ça tourne bien, c'est très bien justement pour les dirigeants des banques. Et sinon, eh bien, la société paiera les dégâts. Donc ça, c'est insupportable. Aujourd'hui, il faut le savoir, il y a non pas 7 conseillers fédéraux, il y en a 8 en Suisse. Le 8e n'a pas été élu. Il est plus puissant que les 7 autres. Il s'agit du directeur de l'UBS. Et ça, c'est antidémocratique, manifestement. Ce qui manque dans la discussion, c'est de faire le lien entre le réchauffement climatique, la perte de biodiversité d'une part, et puis un dysfonctionnement économique d'autre part, qui incite à émettre toujours plus de CO2, à se débarrasser des espèces. Et la solution qui est préconisée finalement par le système actuellement, c'est toujours la même chose. Il y a 2 termes qui reviennent. Créer un marché, un nouveau marché, donc le marché du CO2 qui ne fonctionne pas, droit d'émettre justement ce gaz. Ils vont peut-être créer un marché des espèces. Alors c'est allouer un prix, affecter un prix à une espèce. Mais c'est pas ça la question. Ce qui a de la valeur n'a pas de prix par définition. Marc Chenet, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Certainement, donc je suis binational, je ne vois depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai commencé par faire mes études à Paris, donc de mathématiques, puis je suis passé à l'économétrie, l'économie à Genève justement, et puis j'ai obtenu ma thèse de doctorat en finance à Genève il y a longtemps maintenant, au siècle dernier, voyez-vous. Et vous êtes maintenant enseignant je suis professeur à Zurich. Donc, de finances mathématiques à l'université de Zurich. Et durant votre parcours, vous avez notamment été à HEC Paris. Est-ce que vous pouvez raconter un peu votre... Oui, si vous voulez, après ma thèse à Genève, j'ai cherché un poste que j'ai obtenu dans le monde académique. Donc, en tant que prof à HEC Paris, j'y suis resté une quinzaine d'années et j'ai découvert un monde nouveau pour moi, on va dire, parce que j'étais passé par l'université, les maths, et puis là, c'était plutôt l'économie et la finance. Donc, j'avais besoin toujours d'acquérir des connaissances, de comprendre ce système. Je devais enseigner, faire de la recherche. Et puis, à un certain moment, je me suis dit que j'avais envie de quitter cette institution. Et, pour quelle raison ? Il y a pas mal de raisons. Les grandes villes me pèsent personnellement. Et puis, c'était l'époque de septembre 2001. On va peut-être en parler d'ailleurs. Et puis, je me suis dit, voilà, ça a lieu à New York aujourd'hui, donc à l'époque, et demain, ça pourrait être à Paris, dans une autre grande ville. Et j'ai pas envie d'être pris dans ce stress personnellement. Donc j'ai commencé à chercher activement, et puis j'ai postulé à Zurich, et puis j'ai été accepté, et puis j'ai décidé de partir. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux sur le fonctionnement économique ou de la finance ? Enfin, quel a été votre parcours intellectuel aussi pour devenir critique par rapport à ce... J'avais au fond de moi un aspect critique. Maintenant, j'avais besoin de plonger dans cette matière pour mieux la comprendre. Et puis, je crois que les choses sont devenues très claires, si ce n'était pas le cas avant, en 2007-2008, avec la crise.
On a pu comprendre que finalement c'était un château de cartes, que des banques dites systémiques, too big to fail, menaient la danse aux frais du contribuable, qu'on avait affaire à un pseudo-libéralisme, parce que les dirigeants de ces grandes banques prenaient des risques justement aux frais du contribuable. Donc ça, c'est opposé au principe même de cette doctrine. En l'occurrence, il s'agirait de s'assurer que ceux qui prennent des risques les assument, et ce n'est pas le cas. Donc, je ne suis pas rémunéré en tant que prof pour mentir, mais pour dire la vérité, ce que je fais. Donc moi, je conçois mon rôle comme permettant de déconstruire ce domaine, l'économie et la finance, de montrer qu'il mène à une impasse, qu'il faut changer les principes. Là, on a affaire à une sorte de secte, où des dogmes sont inculqués aux étudiants. C'est un mot fort, secte. Oui, c'est un mot fort parce que c'est effectivement, il s'agit d'un domaine qui refuse ou qui rejette les contacts avec les autres disciplines. Les problèmes profonds actuellement sont de nature interdisciplinaire, réchauffement climatique, par exemple, perte de biodiversité, pandémie, qui ont bien sûr des dimensions économiques, mais aussi qui proviennent d'autres pans, qui correspondent à d'autres dimensions. Donc il faut pouvoir réfléchir de manière interdisciplinaire. Mais se refermer sur soi-même et répéter les mêmes choses pendant des années, alors que la réalité contredit ces dogmes, c'est problématique, c'est justement l'attitude d'une secte. Alors nous allons revenir sur ces points dans le cours de l'entretien. Mais peut-être avant, vous avez parlé du 11 septembre. Effectivement, en 2007, vous avez travaillé donc, sur les flux financiers juste avant le 11 septembre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le contexte de cette étude que vous avez faite avec des collègues et finalement, quelles sont vos trouvailles? Oui, alors on a mis une dizaine d'années avant de publier cette étude. Donc de 2005, on a commencé en 2005 jusqu'à 2015 où on l'a finalement publiée parce que manifestement, c'était un sujet qui fâche. Et donc l'idée était d'analyser des données financières pour voir s'il y avait eu des délits d'initiés, c'est-à-dire des personnes qui auraient profité du fait qu'ils savaient qu'un attentat ou des attentats allaient avoir lieu pour parier sur la chute de cours boursiers de certaines entreprises. Voilà. Donc on a analysé énormément de sociétés. Alors, notre travail ne constitue pas une preuve au sens juridique du terme, mais un faisceau de présomptions. Et il faudra aller plus loin. Alors, quelles sont ces présomptions? Quels sont ces doutes, ces problèmes? Eh bien, effectivement, on observe qu'il y a eu des mouvements financiers peu de temps avant les attentats. Un jour avant ou quelques jours avant. Quelques jours avant. Oui, quelques jours avant. Sur la base de produits financiers complexes qui s'appellent les options de vente. Alors plus c'est complexe, justement, moins les gens suivent, sont perdus. Et donc c'est l'avantage de ces personnes. Donc acheter donc encore une fois des options de vente qui permettent de vendre à une certaine date des actions, en l'occurrence, à un prix fixé à l'avance. Donc si le cours a chuté entre-temps, comme ça a été le cas, eh bien, il génère un profit. Et cette opération génère un profit. Et donc, on a observé ça pour un certain nombre d'entreprises, justement de sociétés qui avaient pâti, les sociétés aériennes qui avaient pâti de ces attentats en particulier. Des sociétés qui étaient situées dans les tours. Ah oui, dans les tours du World Trade Center. Etc., etc. Encore une fois, ce n'est pas une preuve, il faudra aller plus loin. Il aurait fallu une décision politique en disant « Ok, maintenant on va chercher les noms ». Nous n'avons pas eu accès aux noms, simplement à des données financières, donc les cours des actions, les volumes traités, les dates, etc. Mais disons que c'est assez surprenant. Voilà ce qu'on peut dire. Et donc ces flux financiers que vous avez observés quelques jours avant les attentats du 11 septembre sont trop importants pour que ça soit du hasard, c'est ça? On a testé cela. Statistiquement parlant, la probabilité pour que ça soit du hasard est très faible. Et quelles seraient vos conclusions personnelles par rapport à ça? Il n'est pas exclu. Encore une fois, ce ne sont pas des preuves. Mais il n'est pas exclu que certaines personnes ayant su à l'avance ce qui allait se passer et cherché à en profiter. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais ces opérations ne sont pas accessibles au commun des mortels, puisqu'elles sont complexes. Donc, à partir de là, il faut une certaine connaissance des marchés financiers, de ces produits, pour pouvoir comprendre
détecter, analyser ce qui s'est passé. Donc il faut le vouloir. Et voilà, donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Donc à partir du moment où certaines connaissances sont accumulées par certains individus au sein des marchés financiers, ils peuvent en profiter pour commettre des délits. Bon, alors voilà, ça c'est un exemple emblématique. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de suite par rapport à cette étude? Pas vraiment. Il y a eu des déclarations en disant que justement, il y avait aux États-Unis, il y aurait eu une revue qui aurait annoncé la baisse des cours des sociétés en question. Bon, ok, donc les investisseurs en question auraient suivi les conseils de cette revue. Mais on peut exhiber, il y a X revues, donc on peut trouver une autre revue qui aurait dit le contraire aussi. Est-ce que c'est un élément probant? D'autres ont indiqué aux États-Unis que, par exemple, ils avaient détecté les identités de certaines personnes ayant effectué ces transactions, ces investissements, et que ces personnes n'avaient rien à voir avec Al-Qaïda, etc. Ok, et alors? La question est de savoir s'ils en ont profité ou pas, mais pas s'ils ont des liens avec telle ou telle organisation terroriste. Donc l'enquête devrait être menée encore pour clarifier tout ça, quoi. À mon avis, oui, mais là aussi, c'est un sujet qui fâche, donc on l'écarte. D'ailleurs, sur la réception de cette étude dans le grand public, est-ce que vous avez eu des relais médiatiques? Est-ce qu'il y a eu un écho particulier, ou est-ce que vous avez été relégué Assez peu. Il y a eu un journaliste en France qui s'y intéressait à l'époque. Et puis voilà. Parmi les autres sujets qui fâchent, ou en tout cas qui ont, pour le coup, quand même fait les gros titres de l'actualité, c'est les récentes faillites bancaires, alors aux USA, de Silvergate Bank, Silicon Valley Bank et Signature Bank, mais aussi de Crédit Suisse, plus près de chez nous. Est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur la chute de Crédit Suisse et qu'est-ce qui a été sa cause? Si vous voulez, depuis longtemps, depuis 2007, 2008, on savait que les grandes banques, en particulier Crédit Suisse, sont sous-capitalisées, que les rémunérations des directeurs sont grotesques et que ces banques prennent des risques aux dépens du contribuable. Donc, ce qui s'est rajouté pour Crédit Suisse, c'est qu'elle a été impliquée dans X scandales. Il fallait vraiment les chercher. Les affaires Greensill, Archegos, blanchiment de l'argent de la drogue en Bulgarie, etc., etc. Donc, dans ce jeu de domino, dans ce château de cartes, c'est les plus faibles qui tombent. Donc, certains hedge funds ont identifié justement Crédit Suisse, à juste titre, comme étant le maillon faible. Et puis, ils l'ont mis dans le viseur, puis ils ont tiré. Et puis, Crédit Suisse est tombé. Ces hedge funds ont généré des profits de l'ordre de 7 milliards de dollars en quelques semaines, fin mars. Sur la chute de Crédit Suisse? Pas seulement. Il y a aussi Deutsche Bank, il y a les banques aux États-Unis auxquelles vous avez fait allusion. Voilà, donc c'est un système de finance casino. Où au lieu d'investir, par exemple, contre le réchauffement climatique, pour limiter les émissions de CO2, on joue au casino. Si ça tourne bien, c'est très bien justement pour les dirigeants des banques. Et sinon, eh bien, la société paiera les dégâts. Donc ça, c'est insupportable. Donc si le gouvernement a attendu 15 ans pour bricoler une solution en 2-3 jours, alors qu'on le savait depuis longtemps. Parce qu'effectivement, après la crise de 2007-2008, il y a eu diverses recapitalisations, diverses actions qui ont été prises pour essayer de contrôler cette finance. Donc, elles n'étaient pas suffisantes selon vous? Non, il y a même eu une loi, tenez-vous bien, too big to fail en Suisse, pour remédier justement aux situations d'urgence, qui a été balayée en ce qui concerne Crédit Suisse, justement, soi-disant parce que la situation était urgente. Donc, on aimerait comprendre. Comment se fait-il qu'une loi qui a été mise en place justement pour essayer de trouver une solution face à ces crises, face à ces possibles banqueroutes, soit écartée justement parce qu'on est confronté à une crise? Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que ce qui a été mis en place n'était pas du tout à la hauteur des enjeux. Et pourquoi? Parce que des lobbies, des groupes de pression ont tout fait pour faire semblant, pour que les gouvernements fassent semblant. Là, on est prêt, on a un système résilient, résistant, et puis tout s'écroule à un moment donné. Et tout risque de s'écrouler demain aussi, parce que le système n'est pas plus solide maintenant. Vous avez une UBS immense, dont la taille du bilan correspond à peu près 2 fois le PIB suisse, le produit intérieur suisse, dont tous ces produits complexes dont on a parlé pour le 11 septembre, j'ai donné des exemples avec les options de vente, mais l'ensemble de ces produits a une valeur correspondant à 40, voire plus 40 fois le PIB suisse. Donc qui va payer la prochaine fois? Et ces dirigeants sont incités à agrandir la taille de la banque, toujours plus. Donc c'est une logique de pompier pyromane.
qui accentue les problèmes. Parce qu'effectivement, une fois que ces banques sont arrivées à cette taille critique, il est quand même difficile de les laisser s'effondrer parce qu'il y aurait des conséquences. Voilà, donc on est pris en otage. Donc il faudrait faire exactement le contraire. Diminuer la taille de ces banques pour éviter d'être pris en otage. Et puis qu'elles tombent en faillite si elles prennent de mauvaises décisions, dans la logique de ce système. Vous avez une trentaine de banques au niveau international qui savent pertinemment que justement elles prennent en otage les contribuables, les citoyens, parce qu'on ne pourra pas apparemment les laisser tomber en faillite. Donc la seule solution n'est pas d'agrandir leur taille, mais au contraire de la diminuer, pour pouvoir les laisser tomber en faillite, le cas échéant. Quelles sont les banques systémiques en Suisse ? Il y en avait deux, enfin au niveau international, je parle des grandes, Donc il y avait UBS, Crédit Suisse, maintenant il y a UBS. Mais vous avez aussi la ZKB, donc la Banque cantonale de Zurich, mais ça, c'est tout de même plus local, justement. Mais les grandes, voilà, les grandes sont réduites à une. Et quels sont les risques, alors, justement, de cette fusion avec l'UBS pour la Suisse, mais peut-être aussi pour tout le système international? C'est que vous avez globalement une banque, maintenant l'UBS, qui est comparable, dont la taille est comparable à celle des autres au niveau mondial, les grandes banques au niveau mondial. Mais par contre, la Suisse est plus petite. Le PIB de la Suisse est plus petit. Et donc, on est encore plus pris en otage. Donc, ça veut dire que si demain, cette banque tombe en faillite comme ça a failli être le cas en 2008, alors là, ça va être bien trop cher pour la Suisse. Donc, ça veut dire pratiquement inflation, pauvreté à grande échelle, baisse du franc suisse, etc., etc. Donc, il faut le prévoir lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on est censé prendre des décisions au nom de la population, et non pas accentuer les risques. Et donc, le nouveau directeur de cette banque souhaite l'agrandir. Donc, aujourd'hui, il faut le savoir, il y a non pas 7 conseillers fédéraux, il y en a 8 en Suisse. Le 8e n'a pas été élu. Il est plus puissant que les 7 autres. Il s'agit du directeur de l'UBS. Et ça, c'est antidémocratique, manifestement. Parce qu'il a une influence directe sur la politique oui. bancaire Pas seulement, mais financière, économique, qui tire les leviers. Est-ce que la dette qui a été contractée par le Crédit Suisse au moment de son sauvetage en 2008 a été remboursée ou pas vraiment? Comment ça s'est passé finalement cette recapitalisation peut-être? Vous voulez dire UBS en 2008? UBS, exactement. Ça s'est plutôt relativement bien passé, mais par chance. Parce que la Fed, la Banque centrale américaine, a racheté à la Banque nationale suisse les produits pourris qui provenaient de l'UBS. Donc ça a été un coup de chance. Mais on peut avoir la chance et ne pas en avoir. Donc à l'avenir, on verra comment les choses se déroulent. La BNS a perdu des montants énormes entre 2021 et 2022. C'est un système très fragile. Et pourquoi c'était pour des investissements douteux, on va dire, ou problématiques. Dans le gaz de schiste, on aimerait comprendre. Dans diverses entreprises très surprenantes aux États-Unis. Comme par exemple vous avez des revendeurs de voitures aux États-Unis. Vous avez l'industrie pétrolière. La Suisse a signé, a ratifié les accords de Paris, je le rappelle, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés à la fin du siècle. Et vous avez une banque nationale d'un pays qui a ratifié cet accord, qui investit dans le pétrole et le gaz de schiste. On aimerait comprendre sans aucun contrôle. On a l'information, non pas parce qu'elle l'a fournie, mais parce que cela provient des États-Unis, qui indiquent quels sont les gros investisseurs dans telle ou telle entreprise. Il faut savoir que la Banque nationale a investi à un moment donné dans Raytheon aussi, qui produit des armes de destruction massive, etc. Bombes atomiques, au nom de quoi? Et puis des pertes énormes à un moment donné. Donc voilà, la Banque nationale se comporte de plus en plus comme un hedge fund qui investit ici, là, sans aucun contrôle. Et la FINMA ne fait pas son rôle de régulateur? Alors, la FINMA, certainement pas. La FINMA aurait dû retirer depuis longtemps à Crédit Suisse sa licence bancaire. Imaginez un automobiliste qui a des accidents chaque semaine. Après un mois ou deux, on va lui dire merci, on vous retire votre permis et puis on se reparlera une autre fois. Non, ça a duré 15-20 ans pour le Crédit Suisse. Et puis là, finalement, ils prétendent avoir trouvé une solution. C'est tout de même incroyable. Pour revenir à cette faillite, le 15 mars 2023, la FINMA, justement, et la Banque nationale suisse indiquent dans une déclaration que Crédit Suisse satisfait toutes les contraintes en ce qui concerne les capitaux propres et les liquidités. Et ils rajoutent même les contraintes strictes.
1 heure après, cette banque demande un crédit de 50 milliards de francs. Alors on aimerait comprendre, si tout va bien, pourquoi il demande un crédit de 50 milliards de francs. 3-4 jours après, cette banque est en faillite. Donc il faudrait bien nous expliquer ce sur quoi, sur quelles données se sont basées la FINMA et la Banque nationale pour affirmer le 15 mars que tout allait bien au fond des choses. Et selon vous, comment ça s'est passé? C'est ça, ils ont bricolé une solution. Donc, on a eu 15-20 ans de finances casino, 2 semaines de panique avant le 19 mars, 2-3 jours pour bricoler une solution, et puis cette conférence de presse pitoyable. On sentait qu'ils étaient tous gênés, mais enfin que c'était une bonne affaire tout de même pour UBS et qu'ils voulaient nous faire avaler la pilule. Moi, je ne l'avale pas, personnellement. Donc, ça s'est passé comme cela, oui, c'est ça. Un bricolage à grande échelle. Mais c'est vrai qu'il était surprenant de voir une décision aussi rapide qui contournait le Parlement. Complètement. Complètement. Simplement, UBS était préparé depuis un certain temps, parce qu'il sentait le vent venir et il fallait qu'il puisse tirer les marrons du feu. Donc voilà, complètement antidémocratique, et puis faire semblant d'occuper le terrain, sans, je fais allusion à la FINMA ou à la Banque nationale, sans vraiment prendre les mesures adéquates. On voit depuis 2008-2012 aussi peut-être une injection massive de liquidités dans le système financier par les banques centrales. Quelles sont les conséquences? Alors peut-être déjà pourquoi ces injections et quelles sont les conséquences concrètes pour l'économie? Bon, la finance casino, la finance actuelle est un système zombie. Vous avez des grandes banques zombies qui sont la garantie publique, la garantie de l'État, la garantie du contribuable, seraient pour la plupart des gens en faillite. Je vous donne un exemple. Lehman Brothers, faillite, donc à l'époque, 2007-2008. Cette banque était considérée comme systémique, too big to fail. À partir du moment où le ministre de l'économie aux États-Unis a déclaré qu'elle ne l'était pas, elle est tombée en faillite. Donc demain, malgré toutes ces grandes déclarations, moi je demande simplement aux soi-disant responsables, puisque d'après eux la situation est saine, qu'ils affirment que ces grandes banques ne sont plus systémiques. Donc, c'est-à-dire que le contribuable ne viendra pas à les rescousse en cas de problème. Et on va voir combien de ces banques tiennent. Alors donc, pour revenir à votre question, ces banques sont zombies. Et elles n'avancent, elles titubent, je devrais dire, elles titubent dans l'ombre grâce à 2 béquilles. Les banques nationales, les banques centrales, suivant le pays où elles sont, et puis le contribuable. Puis elles avancent comme ça. Et puis, à tout moment, elles peuvent tout de même chuter. Donc, que font les banques centrales? Elles injectent des liquidités dans un système moribond. Donc c'est de la création monétaire? Oui, c'est ça. Donc elles achètent à ces banques commerciales, ces grandes banques, le plus souvent des produits financiers pourris qu'elles ont diffusés. Et donc ces banques se débarrassent de ces produits pourris et puis récupèrent des liquidités. Et puis en dernière instance, le contribuable est là sans qu'on lui ait demandé son avis pour assurer aucun de chute, vraiment payer, mettre sur la table l'argent. Voilà. Donc via des impôts, via oui, des garanties des impôts, c'est un appauvrissement généralisé parce que ça coûte cher tout cela. Donc voilà, et donc des sommes énormes ont été injectées dans ce système moribond. C'est incroyable, on n'a pas assez d'argent pour s'occuper du climat, quelques milliards ici, là, mais par contre pour Crédit Suisse ou UBS, alors là, tout de suite, les montants tombent, tout de suite. Et cette augmentation de la masse monétaire crée, j'imagine, aussi un peu de l'inflation. En tout cas, il y a une... Oui, alors à l'époque, donc il y a quelques années, à l'époque des taux d'intérêt négatifs, l'inflation a été observée, mais dans le domaine financier. C'est-à-dire que le coût des actions a beaucoup monté, mais c'était complètement superficiel. C'était déconnecté des profits de ces mêmes banques ou entreprises, en l'occurrence. Pourquoi? Parce que le système de finance casino, donc de plus en plus d'argent en circulation, et au lieu de prêter, a priori, peut-être des entreprises qui auraient des intérêts, des projets intéressants, par exemple par rapport au climat, cet argent circule au sein de la finance casino et les prix d'actions montent. Alors, ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il y a eu la guerre en Ukraine, l'énergie est devenue bien plus chère, maintenant elle provient des États-Unis en plus, très souvent, gaz liquéfié qui vient d'ailleurs aussi, certains pays du Golfe, le gaz de schiste, encore une fois, par des États-Unis. Donc, tout ça a produit une pression sur les prix de l'énergie et une inflation. Et ça, ce n'est pas du remède des banques centrales, hein, de pouvoir lutter contre cela, a priori. Vous avez parlé des 2 piliers en fait, qui soutiennent les banques centrales, l'État et puis qui banques soutiennent nationales. Les banques nationales. Non, qui soutiennent les banques commerciales, donc les banques too big to fail. Vous avez d'une part les banques centrales,
la BNS ici, puis d'autre part le contribuable. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que finalement, le fait que les banques centrales soutiennent les banques privées, c'est pas aussi finalement quelque chose qui va retomber sur le contribuable? Ah si, mais ça c'est de retombe, l'inflation, etc. ça retombe continuellement. C'est-à-dire que ces banques disposent d'une garantie. Je prends l'exemple de la voiture à nouveau. Vous avez une voiture, vous payez une assurance auto, que vous ayez un accident ou pas. Ces banques disposent d'une assurance qu'elles ne payent pas, que nous payons continuellement. Donc voilà, chaque jour, on paye quelque chose, on paye l'assurance de ces banques. Et ça, c'est insupportable, voilà, parce qu'on ne nous a jamais demandé si on était d'accord ou pas, d'ailleurs. Donc, quand Mme Keller-Sutter a affirmé lors de l'interview, lors de la conférence de presse du 19 mars, qu'il fallait remercier l'UBS et Crédit Suisse pour cet accord, elle s'est trompée. Il faut remercier d'abord et avant tout le contribuable, auquel on n'a pas demandé s'il était d'accord pour payer la facture. Il ne faut pas remercier Crédit Suisse, parce que les directeurs sont sortis avec de l'argent plein les poches, et UBS a réalisé une bonne affaire, manifestement. Et c'est le contribuable et les économies, les PME qui sont dans l'économie réelle. De manière générale, c'est ça le contribuable. Il faut le savoir. Où est la démocratie, là? Où est-elle? Vous parlez de finance casino, ou aussi de finance de l'ombre. On parle beaucoup de BlackRock dans les médias. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot? Qu'est-ce que vous en pensez de ces mastodontes financiers qui... Donc vous avez effectivement, dans le cadre de la finance, des acteurs qui ne disposent pas de licence bancaire, qui ne sont pas des banques. Donc BlackRock, des hedge funds, etc., qui sont encore moins régulés que les banques, c'est dire, que les grandes banques. Donc les hedge funds, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle des fonds spéculatifs? Eh bien, d'entités financières qui permettent à des individus ultra riches de devenir encore plus. Vous parlez d'un objectif. L'objectif, même prioritaire aujourd'hui, devrait être de limiter les émissions de CO2, de permettre à la biodiversité de se développer. Au contraire, donc vous avez des milliardaires qui veulent gagner encore plus d'argent. C'est une boulimie. Donc on forme, entre parenthèses, donc, des étudiants dans les universités suisses jusqu'au doctorat qui vont après, pour certains, travailler pour des hedge funds à Zug ou bien à Genève. Pourquoi cette formation devrait-elle être payée, financée par le contribuable? Maintenant, donc, vous avez cette finance de l'ombre. Donc, au sein de la finance casino, qui est globale, vous avez plus de 50% qui correspond à la finance dite de l'ombre. Donc, des entités qui ne sont pas des banques, qui font à peu près ce qu'elles veulent. Et pour BlackRock, qui dispose de courroies de transmission, de leviers énormes par rapport à ce qui concerne le gouvernement, qui travaille avec des banques centrales, la Fed, et qui se prêtent en verte, on devrait dire maintenant Green Rock. Ils sont tous durables, etc. Ça, on pourrait peut-être en parler à l'occasion. Ça, c'est du greenwashing, effectivement. Greenwashing à grande échelle. Vous trouvez tous ces acteurs, ou la plupart d'entre eux, impliqués dans la déforestation en Amazonie, dans l'exploitation de l'Arctique. Si vous regardez en Arctique, donc il y a des photos satellites, les lumières la nuit, vous en trouvez autant qu'à Paris ou à Londres. Comment se fait-il qu'il y en ait autant? Il y a beaucoup moins de personnes qui habitent là-bas. Justement, forage à grande échelle. Financé par qui? Vous trouvez les mêmes grandes banques. Vous trouvez aussi BlackRock, d'ailleurs. Toutes ces institutions qui affirment respecter l'environnement. Toutes, elles signent des chartes pour la protection de l'Arctique, etc., etc. D'ailleurs, j'ai vérifié pour Crédit Suisse, cette banque était impliquée dans une trentaine de réseaux de banques dites durables. Trentaine. Vous aviez les déclarations de son directeur il y a 2 ans. La durabilité est au centre de nos affaires, etc., etc. Donc, du greenwashing à grande échelle, prendre les gens pour des imbéciles. Et ces fonds d'investissement ont effectivement des parts ou investissent dans plein de domaines différents. Donc, effectivement, il y a ces énergies fossiles, mais il y a aussi les caisses de pension. Quelle est finalement la conséquence concrète du pouvoir qu'ils ont ainsi accumulé en investissant tout azimut? Vous l'avez dit, c'est-à-dire d'accentuer leur pouvoir encore plus sur les gouvernements et puis de concentrer la richesse. Parce que vous avez des différences, des injustices sociales énormes aujourd'hui, insupportables. Pour vous donner un exemple, Jeff Bezos, le 20 juillet 2020, a vu sa fortune augmenter d'environ 13 milliards de dollars. 13 milliards, pas millions, 13 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce montant est équivalent au double de ce que 1,3 milliard d'Africains ont reçu le même jour. Le double. 1,3 milliard d'Africains.
c'est aussi environ 10 fois le château de Versailles. Louis XVI, à l'époque, était probablement l'individu le plus riche de la planète. Il y avait un joli château, n'est-ce pas, qui avait été construit en 50 ans environ. Bien, maintenant, nous avons un monsieur, donc Jeff Bezos en l'occurrence, qui, en une seule journée, pas 50 ans, il est pressé ce monsieur manifestement, récupère l'équivalent de 10 châteaux de Versailles. Donc ça, c'est un délire assez dangereux pour la démocratie, bien sûr, à supposer qu'elle existe encore. À quoi était-ce dû? Principalement à l'augmentation des actions Amazon, bien sûr. Et pourquoi? Il ne s'était rien passé de particulier et pas conclu d'affaires particulières. C'est la Banque centrale américaine qui, en injectant des montants toujours plus énormes dans l'économie, eh bien, cela profite à certaines sociétés. Cela profite encore à des sociétés comme Amazon. Vous vous souvenez, à l'époque de la Covid, donc toutes ces sociétés ont prospéré énormément. Donc voilà. Donc le dysfonctionnement actuel génère des différences sociales énormes et insupportables. Qu'est-ce que vous pensez du fait que des personnes comme Elon Musk, justement, sont un peu considérées par beaucoup comme des modèles pour les jeunes qui voudraient entreprendre? Oui, parce qu'ils sont mis sur un piédestal par les médias, justement. Donc, les médias montrent des milliardaires. Mais c'est ça le problème, c'est qu'au bout du compte, ces gens-là ne font pas partie de la solution, ils font partie du problème. Qu'ils aillent, s'ils le souhaitent, passer le week-end sur la Lune. Ou dans un sous-marin. Dans un sous-marin. Récemment, effectivement, il y a eu cette nouvelle de ces ultra-riches qui voulaient aller voir le Titanic et qui, malheureusement, ne sont pas remontés. Donc, vous avez des milliardaires qui ne savent pas quoi faire de leur argent. Donc là, il faut savoir que pour une demi-journée, justement, une place dans ce sous-marin coûtait environ 250 000 francs pour une demi-journée. Ils sont morts. Et il y a quelques semaines, quelques jours même, vous avez un bateau de migrants qui a coulé en Méditerranée. Il y a eu environ 500 morts. Des gens qui quittaient des conditions de vie insupportables et dont personne ne s'occupe. 500 morts en Méditerranée. Et un bateau, on peut le voir, pas comme un sous-marin. On peut le détecter, on peut voir que manifestement il y a des problèmes. Donc voilà, ils sont morts. Et puis, par contre, tout a été entrepris pour essayer de sauver ces 5 personnes qui étaient dans le sous-marin en question. Donc, deux poids, deux mesures. Parlons du système financier peut-être, de sa fonction. Alors on en a déjà évoqué plusieurs, mais comment a-t-il été créé finalement? Quelle est son origine et son évolution finalement dans le temps? Quelle est son origine et sa fonction concrète? Bon, à quoi sert le système financier? Pour simplifier et résumer, c'est assez simple, c'est-à-dire permettre un trafic des paiements, donc payer des factures, ce qu'on fait nous aussi, pouvoir ouvrir des comptes, et puis d'octroyer des crédits, aujourd'hui, à des entreprises supposées solvables, ou des individus solvables, ayant peut-être des projets durables. Voilà. Ça, c'est assez simple, et ça ne requiert pas, ça ne devrait pas signifier des rémunérations grotesques pour les dirigeants. Alors, sur cette base, beaucoup de niveaux se sont rajoutés en augmentant la complexité. Pourquoi? Parce que la complexité est un facteur de pouvoir et un facteur de profit. Tous ces produits complexes, tous ces produits dérivés dont on a parlé il y a quelques instants, génèrent des revenus énormes pour les banques d'affaires considérées, et puis facteur de pouvoir par rapport aux politiciens, par rapport au monde. Donc la finance est passée d'un mode classique où, encore une fois, elle octroyait des prêts, etc., jusque dans les années 80, on va dire, et puis là, elle est rentrée dans le monde de la finance casino. Parce qu'elle a compris qu'octroyer des prêts générait des profits, bien sûr, mais que ça pouvait aller bien plus vite à partir de la fin des années 80. Justement avec ces produits complexes, produits dérivés, etc., avec ces grandes salles de marché, des banques systémiques, et puis d'autre part avec les fusions-acquisitions à grande échelle. Et voilà, donc ça a été l'univers de la finance casino pour Crédit Suisse, pour revenir à cette banque, avec l'achat de First Boston à la fin des années 80. Et puis, bon, c'est un système où on joue au poker avec l'argent du contribuable. Avec du trading à haute fréquence en plus. Oui, on peut acheter et vendre des actions à la microseconde, à la milliseconde. Donc, c'est jouer au poker avec des mises qui proviennent du contribuable. Pratique. Et en profitant de la formation, entre guillemets, de bataillons d'étudiants chaque année qui viennent
grossir les rangs de ces banques, d'ailleurs, qui sont encore aujourd'hui, en 2023, grosso modo formées de la même manière. C'est encore un scandale dont on pourra parler plus tard. Donc voilà, la finance est développée dans cette direction. Son agenda, pour résumer, c'est permettre à des structures éminemment puissantes et riches, et des individus aussi, de le devenir encore plus. Et cet agenda est négatif, pour le commun des mortels. Comment finalement est né, alors dans les années 80 il y a eu ce développement, mais est-ce que c'est pas lié aussi au développement du capitalisme qui a eu lieu à partir du XVIIIe siècle en Occident? Oui, mais simplement les choses ont dérapé, dans le sens où le capitalisme, dans sa fonction classique, bien sûr, extrait du profit, mais là, le capitalisme s'est financiarisé de manière très forte dans les années 80, et ça a été ce dont on parlait, ça a été le règne de la finance casino. Donc, c'est même difficile de parler d'investissement, parce que si vous voulez, dans le cadre du capitalisme, on parle d'investissement. Là, il faudrait plutôt parler de mise. Finance casino, c'est une vie des mises. Donc, on mise sur le tapis vert, et les verts, c'est pratique, elles prétendent être durables, vertes, etc. Ce sont des mises qui proviennent du contribuable. Donc, on mise sur tout et n'importe quoi. On mise sur la fonte des glaces en Arctique, on mise sur la guerre en Ukraine, si elle va se prolonger ou pas, on mise sur les morts ou les vivants, les rescapés, on mise sur tout. Enfin, ils misent. Donc c'est un système profondément cynique aujourd'hui qui subsiste. Et son impact sur l'économie réelle, donc on a dit inflation, on a dit hausse des impôts. C'est ça. Mais est-ce que concrètement il y a des effets positifs aussi sur cette économie réelle? Pour le commun des mortels, non. Pour la grande masse de la population, non. Pour ceux qui tirent les ficelles, certainement. Mais c'est un système qui est à bout de souffle pour la grande masse de la population. Comment vous expliquez que ce système a pu se développer et perdurer jusqu'à maintenant sans que les gens en aient marre ou remarquent qu'est-ce qui s'est passé? Que les gens en aient marre, on l'a vu récemment, par exemple en France avec les Gilets jaunes. Et le système a tenu, comment? Grâce aux médias, donc habituels, les grandes chaînes, en France, et puis des forces policières qui ont été militarisées. Donc vous avez des balles en caoutchouc, des gens qui étaient éborgnés. Donc ça, bien sûr, ça fait peur. Mais voilà, donc qu'il y ait une certaine conscience qui émerge, certainement. Maintenant, on est submergé de nouvelles inintéressantes. Dès qu'on commence à réfléchir, il y a la Coupe du Monde de ceci, la Coupe du Monde de cela. Donc il y a le nouveau smartphone qui vient de sortir. Donc il faut pouvoir prendre le temps de réfléchir, de poser les problèmes. Donc c'est ça, les gens n'ont pas le temps de réfléchir. On est de plus en plus pressurisés. Court terme, l'inflation, peut-être perte d'emploi. Encore en Suisse, c'est un peu préservé. On verra ce qui va se passer avec UBS, mais encore. Donc il y a une grande pression. Le changement climatique, donc les gens qui travaillent en extérieur, donc on se ressent peut-être moins en Suisse, mais dans de nombreux pays, vous avez des métiers où les gens sont vraiment sous pression. Quand ils arrivent le soir, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Les gens qui travaillent dans la construction, par exemple, l'été, bonne chance, ça c'est compliqué en ce moment. Livraison, etc., etc. Donc une grande pression. Donc c'est un système qui nous asphyxie, au sens propre comme au sens figuré actuellement. Mais historiquement, il y a bien sûr eu des vagues qui devaient porter des changements. D'ailleurs, en France, pas très loin d'ici, ils vont célébrer le 14 juillet. Donc ça a été une révolution. Ils tiennent beaucoup à ce que ça s'arrête là. Mais voilà, donc dans l'histoire, il y a eu des mouvements. Parce qu'effectivement, il y a eu la crise de 1929 aux États-Unis. Enfin, il y a déjà eu des crises très conséquentes de l'économie, ou en fait, du système bancaire, financier, même s'il n'était pas comme aujourd'hui. Et finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas grande chose qui change. Enfin, c'est un peu... si vous voulez, après 29, vous avez quelqu'un comme Keynes, l'économiste Keynes, qui a proposé des solutions qui ont permis au système de perdurer pendant plusieurs dizaines d'années, d'après lui, donc en se focalisant sur le rôle de l'État pour stabiliser l'économie. Alors bien sûr, après une guerre comme la Seconde Guerre mondiale, tout était presque rasé en Europe, il fallait reconstruire, et ce qu'il préconisait a fonctionné. Il fallait construire des routes, des chemins de fer, des écoles, des universités, etc. Donc, rôle de l'État, effectivement. Ça a fonctionné jusque dans les années 80, fin des années 70, où là, il y avait la guerre du Vietnam,
crise pétrolière, la plupart des foyers avaient la base. Vous avez le frigo, la voiture, je ne sais quoi. Et puis, bon, il y a eu l'inflation, du chômage, et vous avez les dits néolibéraux qui étaient prêts. Vous avez la Société du Mont-Pèlerin, pas très loin d'ici. Donc des gens qui préconisaient tout simplement des vagues de privatisation et de dérégulation à grande échelle. C'est Milton Friedman et l'école de Chicago. C'est ça. Et puis, c'est ce qu'ils ont réussi à imposer. D'abord, avant les États-Unis et l'Angleterre, au Chili, avec Pinochet. Donc les Chicago Boys sont allés au Chili. Ils ont défendu, il y a des journaux au Chili en espagnol. Vous trouvez des traces, hein, effectivement. Ils expliquent clairement qu'il vaut mieux un Pinochet à autre chose, qu'ils vont développer ce type d'économie. Et puis, encore une fois, États-Unis, Grande-Bretagne, Thatcher, Reagan, chute de mur de Berlin, etc. Donc c'est un système qui se développe au niveau mondial et puis qui vole en éclats avec la crise de 2007-2008. Et au lieu de changer de perspective, comme ça a été le cas, je citais Keynes à l'époque, après la grande crise, donc grande crise et puis Première Guerre mondiale, donc il a cherché d'autres perspectives. Ici, le système est complètement dans une impasse. Et au lieu de changer de direction, il accélère dans l'impasse. Donc, il se cogne la tête contre le mur. Et nous, en l'occurrence, on se cogne la tête contre le mur, puisque tous les signaux sont rouges. Il continue, il accélère. Donc, c'est absurde. Il est souvent question du maintien du libéralisme pour justifier la non-régulation de ce système financier. Et vous dites que ce dernier n'a rien de libéral, oui. concrètement. Qu'entendez-vous par là encore une fois, le principe de base du libéralisme, c'est d'assumer les risques qu'on a pris. En l'occurrence, les risques liés aux investissements, les risques économiques. C'est exactement le contraire qui se passe aujourd'hui pour les grandes institutions financières. Les directions de ces institutions prennent des risques et nous les assumons. Nous, contribuables, citoyens, etc. Donc ce n'est pas du libéralisme, c'est de l'escroquerie à grande échelle. Voilà, donc, mais il se drape dans ses habits pour dire non, on ne veut pas de l'État, sauf bien sûr pour nous sauver. Et pour le reste, laissez-nous faire, ça ne peut pas aller. Donc c'est un système qui dérape complètement. C'est vrai que les grands penseurs du libéralisme, comme Friedrich Hayek, étaient contre l'intervention de l'État. Oui, mais là aussi, quand il fallait mater des mouvements sociaux, quand il fallait défendre des dictateurs, ils l'ont fait avec le Chili. Mais Hayek s'inscrit plus dans cette mouvance néolibérale. En fait, il y a eu une conférence à Paris, en 1938, si je ne m'abuse, organisée par la mouvance dite libérale à l'époque. Et la question qui se sont posées était de savoir ce qu'il fallait faire, ce que devait faire le libéralisme pour affronter les défis de l'époque, donc les dictatures qui se mettaient en place. Donc vous aviez Hayek, justement, vous aviez Jean-Paul Aron qui ont participé à cette réunion. Et puis le terme de néolibéralisme a émergé de cette réunion. Puis, ils ne géraient pas l'économie à cette époque-là. Ils ont commencé à le faire, là, encore une fois, à la fin des années 80. Et puis, c'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui, avec une nouvelle phase de ce cancer, le mouvement dit libertarien, dont vous avez certainement entendu parler. Donc, ce sont des gens qui ne veulent entendre parler d'aucune régulation, aucune. Ni en ce qui concerne l'environnement, ni en ce qui concerne la finance. Ils attaquent l'État, mais entre guillemets, dans le sens où ils en ont bien sûr besoin pour les protéger, pour les financer, etc. Et pour racheter les actifs Oh oui, tout. Donc ça, c'est beaucoup de cynisme là. Donc c'est ces mouvements qui ont poussé au Brexit en Angleterre. Il faut savoir que, juste pour donner un exemple, après, la plupart des grandes banques étaient contre le Brexit, l'industrie aussi, et le tourisme. Et pourtant, ils ont perdu. Pourquoi ? Parce que vous aviez des hedge funds, donc la finance de l'ombre dont on parlait, qui poussaient au Brexit. Parce qu'ils voulaient une sorte de Singapour sur Tamise, sans aucune régulation. Ils y sont arrivés, en grande partie. Et puis, vous avez derrière les Trump aux États-Unis ou les Bolsonaro à l'époque, donc au Brésil, aux États-Unis, vous avez ce mouvement dit libertarien. Aucune régulation. Ils veulent détruire, Bolsonaro veut détruire en partie ou en grande partie l'Amazonie. Ils font ce qu'ils veulent, aucune régulation. Voilà. Donc, extrêmement dangereux. Et ces gens-là, on le vend en poupe. Hein. C'est les Zemmour en France, etc., etc. Et ces penseurs aussi du néolibéralisme reçoivent des prix Nobel, en grand nombre. Oui, alors là, je vous arrête. Donc des soi-disant prix Nobel. Puisque M. Nobel n'a jamais voulu octroyer un prix en son nom, en économie, ni en maths d'ailleurs. Les mathématiciens ont été corrects. Ils ont leur médaille Field, qui est donnée une fois tous les 4 ans, le cas échéant, à des chercheurs de grosses pointures en maths.
Et puis, en économie, elles ont trouvé un truc. Donc, c'est le prix de la Banque de Suède en mémoire de M. Nobel, qui, comme par hasard, est attribué à peu près au même moment que les prix Nobel en Suède. Donc, les journalistes disent le prix Nobel d'économie, donc il n'existe pas. Et si on veut vraiment se référer à la mémoire de M. Nobel, il faut la respecter, cette mémoire. Et comme il ne voulait pas octroyer un prix en économie, il ne faut pas le faire. Donc, vous avez des papes qui sont mis sur un piédestal, soi-disant prix Nobel, et puis lorsqu'ils voyagent, tout est payé aux frais du contribuable. J'en ai vu à l'époque quand je travaillais à HEC, il venait de Merton, il venait d'obtenir ce soi-disant prix Nobel en finance. Ils viennent avec leurs amis, leur famille, tout est payé en Europe aux frais du contribuable, ils sont reçus dans les meilleurs hôtels, et puis c'est un blabla insupportable. Il faut savoir que cet individu a été lié à la faillite du fonds d'investissement LTCM à New York en 1998, Long Term Capital Management, lui et un autre prix Nobel. Ils ont appliqué leur soi-disant théorie pour que ce fonds génère encore plus d'argent, pour que les gens très riches le deviennent encore plus. Donc vous parlez d'un objectif, et puis ce fonds est tombé en faillite d'ailleurs. Ils prétendaient que la probabilité d'une faillite était 1 peut-être sur 10 millions, et puis c'est arrivé. Donc c'est de la fumisterie, que les choses soient claires. L'individu a continué à enseigner après. Donc voilà, soi-disant prix Nobel, qui sévissent dans le sens où les soi-disant théories qu'il développe sont soit fausses, soit inutiles. Vous avez des individus qui ont obtenu ces prix, qui travaillent sur la notion d'équilibre général. Alors je ne sais pas s'ils vivent sur la Lune ou sur la planète Terre. Qui par exemple ? Bon, là, il faudrait voir précisément, par exemple, Gérard Debreu, qui en 1983 a reçu ce soi-disant prix Nobel pour des travaux permettant d'améliorer, d'approfondir le concept d'équilibre général. Donc nous sommes confrontés à des déséquilibres permanents. Vous avez un individu, plusieurs individus, qui obtiennent le soi-disant prix Nobel en économie pour leurs travaux sur un soi-disant équilibre général. Comment peut-on se centrer sur la notion d'équilibre général ? De quoi on parle exactement ? Donc vous avez comme ça un grand nombre de théories farfelues sur lesquelles les gens planchent ou obtiennent des prix. Et puis ils obtiennent... après ça, ils ont toute une aura qui est déplacée. Ça fait un petit peu théorie de la relativité générale. Oui, mais il faut savoir effectivement que l'économie a aimé se draper à un certain moment dans les habits de la physique. Pour dire, voilà, on est une science dure, et il y a des lois, on va les découvrir. Bon, vous avez la loi de la pesanteur en physique, en économie, vous avez des lois auxquelles on obéit. Mais il ne faut pas oublier, auxquelles l'économie obéit, soi-disant. Il ne faut pas oublier que l'économie est une science sociale. Donc les lois sont liées à une économie à un moment donné, dans une région donnée, et qu'elles peuvent changer si le système économique lui-même change. Donc quelles sont les lois fondamentales aujourd'hui ? En économie, on les connaît en physique, en grande partie, mais en économie, quelles sont-elles ? L'offre et la demande, par exemple ? Oui, alors là aussi, tout dépend des conditions. Ce n'est pas une loi généralisée. Les étudiants arrivent en première année, que ce soit en Suisse ou ailleurs, en économie, et apprennent que toujours mieux, que toujours plus, je veux dire, signifie toujours mieux. Donc, ils apprennent que la boulimie, c'est bien. J'ai pris mon petit déjeuner ce matin, je n'avais pas pris 3. Ça suffit. Je vais prendre un repas de midi, je ne vais pas en prendre 4. Mais ils apprennent que plus ils en ont, mieux c'est. Donc, ce qu'ils ont à l'esprit, c'est terminer les études, pas tous bien sûr, mais certains d'entre eux, et puis aller dans une salle de marché, s'acheter une Porsche et avoir toujours plus. Et puis, en fait, c'est une vacuité généralisée et qui se met en place. C'est confondre l'être avec l'avoir. On a évoqué dans le courant de la discussion divers corruptions, divers lobbying et conflits d'intérêts. Quel est le poids de ce lobbying dans les prises de décision politiques, je dirais, en Occident, mais plus généralement dans les États du monde Du lobbying économique, vous voulez dire ? Économique. Oui, vous le voyez, c'est-à-dire qu'ils imposent manifestement à des gouvernements qui sont très complaisants le sauvetage de banques zombies, juste pour donner un exemple. Crédit Suisse ou et donc rachat. ça vient directement de la finance. Ah oui, vous savez, sous des pressions. C'est ça. La finance qui a plusieurs têtes, c'est aussi les responsables des banques centrales au niveau international qui ont contacté le gouvernement suisse, d'autres grandes banques, peut-être BlackRock. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais oui, effectivement, le système est international et il s'épaule
pour maintenir en place, pour conserver des banques zombies. Je voyais récemment qu'Emmanuel Macron a octroyé la Légion d'honneur à Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan. C'est une légion d'horreur, en l'occurrence, parce que ça, c'est une autre banque zombie qui investit partout pour en ce qui concerne le pétrole, le gaz de schiste, production d'armes, on trouve tout là. Voilà. Donc c'est dire, voilà, ça décrit le monde actuel. Ces gens-là obtiennent ce type de légion d'un président soi-disant moderne à l'écoute de la société. Bon, c'est une vaste plaisanterie. Qui était banquier d'investissement. Par ailleurs. Est-ce qu'en Suisse, du fait du poids des banques et du système bancaire en Suisse, est-ce que ce lobbying-là a un poids particulier sur le Conseil fédéral en Suisse, oui, certainement, en particulier en Suisse. Paradeplatz a un poids extrêmement important. Et on le voit, c'est pour ça que je parlais de ce 8e conseiller fédéral. Et ce poids va aller en s'accentuant. Malheureusement. Donc tout cela dépend de la démocratie. La démocratie est de plus en plus virtuelle. C'est-à-dire on peut voter sur des questions locales, mais sur Crédit Suisse UBS, on ne vote pas, que ce soit clair. Il a beaucoup été question dans les médias, enfin beaucoup. On a parlé d'Alain Berset et des conflits d'intérêts d'Alain Berset en matière dans le domaine économique. Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet ou... Je n'en ai aucune en particulier, mais il fait partie d'un système qui lui-même, dans lequel on observe des conflits d'intérêts à grande échelle. Au niveau des conflits d'intérêts dans l'enseignement, peut-être, est-ce que l'enseignement lui-même est orienté, influencé par ces groupes d'intérêts ? Certainement. Donc, en Suisse, les professeurs d'université sont bien rémunérés pour maintenir une certaine indépendance, pour analyser les problèmes et proposer des solutions. Maintenant, vous en avez beaucoup qui reçoivent des compléments de salaire d'institutions financières. Donc vous avez par exemple en Suisse le Swiss Finance Institute qui octroie des compléments de salaire à un certain nombre de professeurs, à Lausanne, à Genève, à Zurich, à Lugano, à Saint-Gall, etc., etc. Donc sur cette base, le contrat par rapport au contribuable n'est plus respecté, puisque le contribuable attend du professeur qui s'exprime, qu'il analyse la situation, qui s'exprime et qui participe à la discussion pour essayer de trouver des solutions. Rester dans sa tour d'ivoire, dans son joli bureau, et fuir tout contact avec le journaliste est un problème. Ou bien tenir des propos, des contre-vérités, développer des contre-vérités par rapport à Crédit Suisse pose aussi problème. Certains, quelques semaines avant la faillite de Crédit Suisse, ont déclaré qu'une telle faillite était impossible. Alors ça mine le débat, ou il n'y en a plus de débat en fait. Donc cette complaisance, pour ne pas employer de mots plus forts, est un véritable problème. Donc il faut simplement que le grand public s'empare de la question. À mon avis, lorsqu'on est professeur, on devrait éviter de recevoir des contributions en plus, donc, de la part de grandes banques ou du secteur financier. De larges contributions. C'est des contributions qui peuvent se monter à combien ? Bon, ça, je n'ai pas les détails, mais je sais qu'elles sont importantes. Et c'est des financements directs aux professeurs en question direct aux professeurs. Alors, vous avez un autre modèle de financement, par exemple Saint-Gall, qui combine les deux. Donc vous avez à la fois des financements directs, et puis vous avez aussi, dans le cas de Crédit Suisse, cette banque a octroyé à peu près 20 millions il y a quelques années à Saint-Gall pour développer une nouvelle chaire. Pour recruter le cas échéant, des profs en durabilité, tout va bien. Donc on aimerait comprendre, il faut simplement que ça soit mis sur la table au grand jour. Donc voilà, ça tue le débat. Et ça participe aussi à ce que le contenu de l'enseignement, finalement, de l'économie et de la finance ne se renouvelle pas, quoi. Oui, c'est un contenu très traditionnel. Donc on ferme les yeux sur ce qui dérange. J'ai traité de la question Crédit Suisse dans mon cours, c'était fin mars. J'ai dit on va interrompre le cours, on va parler que de cette question. Et j'ai demandé aux étudiants à la fin du cours si le thème avait été abordé dans d'autres cours en finance. Quasiment pas. Donc, vous avez des étudiants en finance en Suisse, Crédit Suisse tombe en faillite, on parle d'autre chose. Comprenne qui pourra. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui fâche, qui dérange. C'est vrai que dans les cours d'économie, on fait souvent des équations mathématiques pour résoudre des systèmes d'équilibre financier, mais pas de...
Bon, moi, je n'ai rien contre les maths. Si vous voulez, les maths sont un outil très puissant. Les mathématiciens sont souvent honnêtes. Mais alors, un mathématicien, que fait-il? Il prouve un théorème, si vous voulez. Donc, il part d'une hypothèse A pour arriver à une conclusion B. Il prouve le théorème. Voilà. Et ça peut être en économie, par exemple. Simplement, ce n'est pas aux mathématiciens de vérifier la véracité de l'hypothèse A. C'est à l'économiste en question. Et beaucoup d'hypothèses aujourd'hui sont farfelues. Donc, par exemple, que le toujours plus signifie le toujours mieux, juste pour vous donner un exemple. Alors, si on part d'une hypothèse fausse, on peut montrer n'importe quoi, ça n'aura pas grande valeur. La démonstration sera propre, mathématiquement parlant, mais l'hypothèse étant fausse, le théorème en question n'apporte rien. Voilà, donc on est confronté souvent à cela, et puis c'est la déconnexion par rapport à une science dite sociale, dont l'objectif tout de même devrait être de générer une meilleure vie. L'économie, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion, on revient à la racine du mot, c'est la gestion de la maison. C'est ça que ça veut dire, la maison au sens large. Mais c'est évident que la maison est très mal gérée, très très mal gérée. Donc vous avez une petite clique d'individus au dernier étage qui profitent d'une situation et la maison est bancale partout en dessous. Et puis il y a la fumée, il y a la pollution, réchauffement climatique, elle est très mal gérée. Alors qu'ils s'appliquent à eux-mêmes, les économistes, leurs propres critères, elle est mal gérée, alors qu'ils laissent la place à d'autres, on a besoin de nouveaux paradigmes. Mais c'est une évidence. Pour la plupart des habitants de cette planète, elle est très mal gérée. Alors vous parliez effectivement du fait que plus, c'est pas forcément mieux. Pour mieux gérer cette maison, justement, est-ce qu'il faudrait qu'elle reste stationnaire, que l'économie, finalement, ne soit pas toujours en croissance perpétuelle? Il n'y a pas que si vous voulez, la croissance ou la décroissance, c'est souvent une discussion. La question est de savoir ce qu'on produit. Donc, la croissance de quoi ou décroissance de quoi? Du produit intérieur brut, du PIB. Mais c'est une mesure qui ne nous apporte rien, parce que dans ce PIB, vous allez trouver un mélange entre, d'une part, la production de bombes atomiques et la production de maisons. D'une part, la production de tomates et la production de pesticides. Donc, on mélange tout et n'importe quoi. Donc, si c'est la production de tomates, on va peut-être dire, oui, il faudrait qu'il y en ait plus. La production de bombes atomiques, certainement moins. Donc, c'est un débat qui est faussé à la base. C'est une mesure qui n'est plus pertinente, si vous voulez. Donc, il faudrait une autre mesure. Une autre mesure, il faudra un autre système qui produise en fonction des besoins. C'est un système qui dérape complètement. Je parlais des bombes atomiques, surtout avec la situation actuelle en Ukraine. On dirait que la priorité, c'est de poursuivre les guerres de part et d'autre. La guerre en Ukraine correspond à des émissions annuelles d'un pays comme la Belgique. Le chiffre a été cité récemment. On n'a pas d'autre chose à faire que de produire et de produire et de produire des armes de destruction massive et d'octroyer à certains individus le pouvoir, en appuyant sur quelques boutons, de détruire la planète. C'est un système délirant. Donc il faut changer de système. Ce n'est pas une question de croissance ou de décroissance, c'est qu'il faut changer de système et produire en fonction des besoins et instaurer une véritable démocratie. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre au centre de l'instrument de mesure, entre guillemets, pour avoir une meilleure idée des bénéfices que peut apporter un certain type de croissance à la société? Il faudrait mettre au centre, non pas une mesure, mais l'individu lui-même, ce qui est complètement exclu. On met des mesures ici, là, qui perdent tout contact, tout lien avec justement l'homme ou la femme qui devrait profiter de la bonne gestion de la maison, on parle de l'économie. Donc c'est ça en dernier instance. Est-ce qu'on se développe harmonieusement? Et ça, c'est pas toujours quantitatif, mais on peut l'observer ou pas. Or, aujourd'hui, l'inverse est évident. Réchauffement climatique, encore une fois, l'été est difficile, donc nous, on peut se protéger. La température est bonne. Dans certaines régions du monde, c'est un désastre. Perte de biodiversité qui génère des pandémies à plus grande fréquence. Injustice sociale, arrogance, etc., etc. Donc, les signaux sont rouges. Il faut changer de paradigme, fonctionner différemment, produire en fonction des besoins qui sont énormes. Et on a les ressources technologiques de plus en plus pour le faire. Arrêter ces émissions de CO2 délirantes, etc., etc. Donc ce sont des véritables changements, pas seulement de mesures, mais de changements dans le mode de fonctionnement de l'esprit. Dans votre livre, vous parlez de reconfigurer 3 empires, qui est l'empire financier, énergétique et technologique. Oui, bon, l'empire financier, entre guillemets, correspond à une finance casino. Donc, on n'a pas besoin du tapis vert de la finance casino, on a besoin de protéger la nature, et on fait partie de la nature, d'ailleurs, nous. Donc, il joue un rôle préjudiciable, il oriente des montants énormes, des montants financiers énormes, pour l'extraction de pétrole, de gaz,
ici ou là, je faisais allusion à l'Arctique, ça, il faut le reconfigurer. Et puis, oui, donc les deux autres... Énergétique et technologique. Énergétique aussi, bien sûr, parce que les énergies utilisées aujourd'hui, les plus importantes, dans le cadre de système même, d'ailleurs c'est paradoxal, parce que les énergies fossiles, qui émettent justement du CO2 ou l'équivalent du CO2, deviennent de plus en plus chères. Le nucléaire aussi, lui-même, c'est une autre source d'énergie, soi-disant propre, mais c'est une plaisanterie, parce qu'elle génère beaucoup de risques. Toutes ces énergies, finalement, sont plus chères que celles qui ont émergé depuis une dizaine d'années, 10-15 ans, l'éolien, le solaire, qui se combinent. Malgré cela, ces énergies sales sont subventionnées. Il faut le savoir, parce qu'on dit « Ah oui, le solaire, c'est très bien, mais c'est subventionné ». Ce que disent certains économistes, puis qui s'informent, ce qui est vraiment subventionné, c'est l'énergie sale. 5 ou 6% du PIB mondial vont en direction de ces énergies sales. L'atome en France, gauche ou droite, aucune discussion, ils imposent le nucléaire en France, avec tous les risques que ça contient. EDF est too big to fail en France, par exemple. Too big to fail. Des milliards ont été investis, c'est un puissant fonds. Donc voilà, là aussi, complètement à repenser. Après, la question, c'est qu'effectivement, avec le nucléaire, l'argument, c'est de dire que si on veut consommer autant d'énergie, on ne peut pas se passer de ces énergies nucléaires, notamment. Si on veut consommer autant d'énergie, et c'est ça le point. Je faisais allusion aussi à la condition de A à B, mais justement, il ne faut pas en consommer autant. Je vois le volume de grosses voitures en Suisse. À peu près la moitié des voitures vendues en Europe correspondent, et aux États-Unis aussi, a fortiori, à des grosses voitures, des 4x4. Je crois dans la jungle, dans l'Amazonie. Vous savez, là, c'est le défilé vers Paradis Place, des 4x4, une personne dedans, on montre qu'on a réussi. C'est confondre l'être avec l'avoir. Donc, c'est pas si. Non, il faut réduire. Pouvoir passer un week-end à Barcelone pour 50 ou 60 francs, c'est un délire, parce que ce n'est pas taxé de toute manière. L'énergie n'est pas taxée pour les avions. Donc non, il faut réduire, il faut vivre de manière sobre. Parce qu'on nous dit, oui, la population est trop importante sur la Terre, etc. Mais vous avez les émissions de CO2 des milliardaires sont peut-être de l'ordre de 10 000 tonnes, voire plus, d'équivalent CO2 par an. Selon les accords de Paris, il faudrait être à 1 ou 2 tonnes, 1 ou 2 tonnes par an. Donc, et nous, on est peut-être à 4, 5, 6 tonnes subventionnées à une voiture ou pas, etc. Donc, on ne peut pas comparer l'enfant d'un milliardaire avec un enfant qui est né au Nigeria. Donc, à la base, il y a des problèmes sociaux qui sont flagrants. Vous avez des gens qui ont dans un jet privé, etc. Et tout de suite, les émissions sont énormes. Vous parlez également de refonder la démocratie, parce qu'effectivement, il y a aussi ce problème de corruption politique. Donc, comment refonder la démocratie ? La démocratie est partie en lambeaux. Donc, le cas Crédit Suisse illustre ce problème. Donc, pour les décisions importantes, on ne nous demande pas notre avis. C'est un fait. Puis bon, vous avez des pays dictatoriaux, a fortiori. Donc, tout cela signifie un réveil des citoyens pour dire stop, ça suffit comme ça. Parce que là, à un moment donné, le monde va s'arrêter d'ailleurs. Dans le sens où l'air sera trop pollué pour essayer de respirer, il n'y aura pas assez d'eau, il y aura des pandémies à répétition, etc. Donc, vous prenez une canicule qui dure 3 mois, ça s'arrête à un moment donné, parce que ça devient insupportable. Donc, ce qu'il faut, c'est, au lieu d'être pris par surprise, dire voilà, maintenant on va arrêter, on va réfléchir. Parce qu'à un moment, ça ne peut pas durer comme cela. Réfléchir. Parce que tout le monde court sans savoir où aller. On a chacun des petites contraintes, ici, là, bien sûr, le travail, ceci, cela. Mais réfléchir où aller à long terme, prendre le temps, alors on arrête de manière posée, de manière réfléchie, de manière préparée. Parce que sinon, ça va s'arrêter de toute manière. L'une de vos pistes aussi, c'est de réduire la taille des banques. Vous en parliez au début. Quelles seraient les conséquences de banques plus réduites ? D'abord, au niveau de la logique, c'est-à-dire l'idée, c'est d'introduire des grains de sable dans la logique de la finance casino. Donc, réduire la taille des banques, c'est insupportable pour les grandes banques. Elles ne veulent pas en entendre parler. Donc, c'est un casus belli, ça ne veulent pas de ce type de mesure. Donc, une raison de plus pour la pousser. Alors, qu'est-ce que ça signifierait ? Ça signifierait que, justement, ces banques ne pourraient pas nous prendre en otage si elles tombent en faillite, tout simplement. Très bien. Après tout, c'est le cas de la plupart des entreprises. Si leurs dirigeants prennent de mauvaises décisions d'investissement, ils peuvent tomber en faillite, sans qu'on soit pris en otage. Il n'y a aucune raison qu'on soit pris en otage parce que demain, UBS tombe en faillite, comme ça a failli être le cas en 2008. Donc voilà, mais on s'oriente dans cette direction. Donc c'est ça que ça veut dire tout simplement. Pris de mauvaises décisions, vous disparaissez de la carte,
Et puis, il y a d'autres institutions qui joueront leur rôle. Dans le cas de faillite bancaire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi, puisque tous les comptes sont numériques, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de transférer simplement les comptes sur une banque qui est saine, et puis que ça éviterait qu'en fait, ils partent en faillite avec la banque Une banque saine, donc vous aviez à l'esprit... une petite banque locale, ou disons une banque qui soit... Moi, personnellement, je n'ai aucune confiance dans les grandes banques. Ça fait longtemps que j'ai fermé mon compte UBS. Déjà, c'est malsain d'avoir quelqu'un qui perçoit des millions chaque année, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Mais oui, donc ça, ce sont des solutions à court terme, certainement. À long terme, c'est toute cette logique financière qui est pernicieuse. Vous parliez aussi de taxer les flux financiers. Vous avez soutenu diverses initiatives dans ce domaine. Voilà. Donc là aussi, c'est la même idée. Hein, c'est introduire des grains de sable dans les rouages de la finance casino. La finance casino fonctionne aussi par le biais des transactions énormes. Le volume est énorme. C'est 150 fois, 200 fois, 300 fois, on ne sait pas exactement, mais je donne des ordres de grandeur. Le PIB. Nous, notre PIB, pour donner une image, c'est notre salaire, on va dire. Donc les transactions que l'on effectue, c'est peut-être une fois notre salaire. Peut-être pour une petite entreprise, 10 fois, ça correspondra à 10 fois. Mais pas 200 fois. Donc nous, une fois, pourquoi? Parce qu'on reçoit un salaire puis on paye des factures. Grosso modo. Donc 200 fois, pourquoi? Parce que les transactions à haute fréquence, à la milli, à la microseconde. Et puis pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a une transaction, chaque fois que nous, on effectue une transaction, électronique, je veux dire, tout ce qui est fait sur la base du téléphone, de l'ordinateur, de la carte de crédit ou de débit, etc. Chaque fois que l'on effectue une transaction, on paye quelque chose. Donc en fait, cette microtaxe existe déjà, mais elle est sous forme privée. Elle est plus qu'une microtaxe. Plus qu'une microtaxe. Pour Visa, par exemple, ça se monte à 1-2%. Donc nous, on avait évoqué 0,1% sur tout ce qui bouge. Voilà, donc ça permettrait déjà d'avoir une vision de ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas, hein, c'est une boîte noire. Pour le moment, l'information n'est pas vraiment fournie. C'est pour ça que je m'exprime en termes d'ordre de grandeur. Pourquoi y a-t-il autant de transactions? D'où viennent-elles? Et ça génère un profit énorme pour le secteur financier qui ainsi récupère 10 à 15% du PIB mondial chaque année, seulement par le biais de transactions. En prenant des petits montants chaque fois qu'il y a l'argent qui bouge, qui se déplace, des factures et autres. Donc ça, c'est un travail parasitaire. Comme à l'époque du Moyen-Âge, on franchissait un pont, il fallait payer un certain droit. Bon, là, au moins, c'était visuel, on comprenait. Mais là, c'est toute l'économie qui est parasitée par un secteur qui s'accapare 10, 15%, voire plus du PIB mondial chaque année, simplement parce qu'il y a des mouvements d'argent. Donc, introduire des grains de sable dans cette finance casino, ça aurait été cela. Récupérer 0,1% sur chacun des flux. Et ça permettrait de récupérer combien Beaucoup en Suisse, ça aurait été de l'ordre de 100 milliards de francs chaque année. Avec ça, vous financez la transition énergétique. Vous ne sauvez pas UBS ou Crédit Suisse, ce n'est pas l'objectif. Vous financez la transition énergétique, vous préservez la biodiversité, vous améliorez les retraites. Beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau social comme énergétique. On pourrait même baisser la TVA, par exemple. Oui, baisser la TVA, effectivement, sur les biens de base, attention. Hein. Si quelqu'un qui s'achète une Ferrari peut payer la TVA aussi sur la Ferrari. Mais sur les biens de base, oui, certainement. Donc voilà, ça aurait été d'actualité, vu la guerre en Ukraine, vu l'inflation, baisser cela. Et comment vous expliquez que ça n'a pas été plus soutenu Ça n'a pas été soutenu. C'est-à-dire, nous, on est indépendants, on travaille avec aucun parti, et bien sûr, les grandes institutions financières ne veulent pas entendre parler de cela. Raison de plus pour pousser dans cette direction. Bon, on a récolté à peu près 93 000 signatures, il en fallait 100 000, on n'est pas arrivé loin. Bon, il y a eu la Covid aussi, mais ça a suscité un certain intérêt, peut-être qu'il faudra reprendre d'une autre manière. Vous pensez relancer Pourquoi pas, à mon avis, en se centrant sur l'abolition de la TVA sur les biens de base, justement. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des individus pour essayer de faire un peu changer les choses? Quelles petites mesures on pourrait mettre en place dans notre vie pour améliorer les choses? Dans notre vie, on est tous plus ou moins isolés, donc c'est se connecter pour justement tirer la sonnette d'alarme en disant ça ne peut pas continuer comme cela. Mais seul, c'est très difficile. Donc au moins, il existe actuellement des moyens technologiques avec les réseaux sociaux, par exemple, pour ne plus
pour ne pas être isolé dans son coin. Parce que malheureusement, c'est ce qu'accentuent les réseaux sociaux aussi. Chacun chez soi regarde son petit téléphone. Il faut l'utiliser inversement pour se regrouper en disant, voilà, ici on peut faire ceci, ici on peut faire cela. Là, il y a un projet qui est désastreux pour l'environnement, il faut se mobiliser, faire parler de soi, ne pas rester isolé, parce que ça, c'est le pire qui puisse advenir. Parce que la logique est mauvaise, encore une fois, on est dans une impasse. Et au niveau global, on observe une accélération. On demande beaucoup aux individus de faire des efforts personnels en faisant du recyclage, en faisant... Voilà. Mais finalement, le système ne change pas. Non. Donc à quoi bon... Certains se demandent à quoi bon faire ces efforts si finalement, derrière les entreprises, les... Ça, c'est la question, c'est à chacun de voir. On se sent mieux si on ne fait pas n'importe quoi, c'est sûr, à ce niveau-là. Moi, personnellement, je n'ai pas de voiture et je suis très content. Maintenant, tout ça ne suffit pas. C'est le système lui-même qui est pernicieux. Encore une fois, actuellement, la priorité, c'est la guerre en Ukraine, on dirait. C'est extraire du pétrole en Arctique, etc. Donc, ce sont de fausses priorités. C'est faire travailler Je regardais encore récemment un reportage sur Arte, industrie textile. Vous avez des personnes qui travaillent toute la journée en Inde, des femmes, maximum de 3 euros par jour. Et puis, la chaleur fait qu'elles étouffent. Donc, elles ne peuvent pas travailler autant. Elles essayent de survivre avec 1 ou 2 euros par jour. Donc, une misère à grande échelle. Donc, c'est ça qu'il faut arrêter. On va dans le mur. On est dans le mur. On a basé toute la question de l'écologie sur le CO2 et sur le climat. Maintenant, quand on parle d'écologie, on ne parle plus que de climat. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux ? Non, mais certains, donc les scientifiques dans le domaine, font allusion depuis un certain nombre d'années à la perte de biodiversité. Donc il n'y a pas que le climat. Les problèmes sont liés, bien sûr. Mais quand vous avez perdu autant d'espèces animales, je me souviens quand j'étais enfant dans une voiture, il y avait les moustiques, les insectes qui étaient sur la vitre. Vous voyez, sur le pare-brise. Ils ont disparu. Et on veut nous faire croire que nous, on va subsister comme dernière espèce, mais ce sont des individus dangereux qui sont à la tête de ces entreprises, qui, par exemple, Bayer, etc., produisent des pesticides, juste pour donner un exemple. Donc, il n'y a pas que le climat, bien sûr, mais les problèmes sont liés. Le climat, malheureusement, les choses se sont accélérées. Perte de biodiversité, il y a beaucoup de facteurs qui jouent un rôle. Mais on a affaire à une cécité volontaire, un aveuglement, de la part de nombreux dirigeants au niveau mondial qui parlent beaucoup. Ils signent des accords ici, ils signent des accords là, mais ils ne les appliquent pas. Donc, ils font semblant. Et à un moment donné, il faut dire stop. Donc, et non seulement ils ne les appliquent pas, mais poursuivent en justice des jeunes, par exemple, qui demandent tout simplement à ces États d'appliquer ce qu'ils ont signé. C'est très simple. Non, ils sont poursuivis en justice. C'est tout de même incroyable. Donc, non, il n'y a pas que le climat. Maintenant, il y a d'autres thèmes qui montent en puissance, heureusement. Mais je pense que ce qui manque dans la discussion, c'est de faire le lien entre le réchauffement climatique, la perte de biodiversité d'une part, et puis un dysfonctionnement économique d'autre part, qui incite à émettre toujours plus de CO2, à se débarrasser des espèces. Et la solution qui est préconisée, finalement, par le système actuellement, c'est toujours la même chose. Il y a 2 termes qui reviennent. Créer un marché, un nouveau marché, donc le marché du CO2 qui ne fonctionne pas, droit d'émettre justement ce gaz. Ils vont peut-être créer un marché des espèces. Alors, c'est allouer un prix, affecter un prix à une espèce. Mais c'est pas ça la question. Ce qui a de la valeur n'a pas de prix par définition. Donc ce sont de fausses solutions. C'est contre-productif. Donc créer des marchés et croissance. Et c'est toujours la même chose. Il faut que la croissance se développe. Et pour cela, on va créer une croissance verte, maintenant ils disent. Pour cela, on va créer des marchés. Mais c'est une mauvaise plaisanterie. Ça ne fonctionne pas. Ça dysfonctionne continuellement. Si un État voulait mettre en place de telles mesures de régulation ou, disons, de grains de sable, voire même de s'opposer aux demandes des marchés et des institutions internationales, le FMI, Banque mondiale, on a vu que par le passé, quand même, qu'ils sont immédiatement sanctionnés. En Grèce, par exemple, quand Varoufakis et Tsipras ont essayé de s'opposer à l'Europe, ils se sont fait taper sur les doigts. Enfin, ils ont dû céder. Finalement, comment s'en sortir pour un État aussi D'abord, ça ne sera pas un État, il faudra que ce soit des citoyens, parce que la logique de l'État est justement de reproduire ce système d'une manière ou d'une autre. Il faudra que les citoyens imposent un autre mode de fonctionnement. Donc, en l'occurrence, vous donniez l'exemple de la Grèce, il aurait fallu dire maintenant, on ne paye plus les dettes, c'est terminé. C'est terminé. Et donc ça, au niveau des citoyens, simplement de dire... Oui, faire une pression énorme sur l'État, le faire reculer.
Ça ne sera pas dans la logique propre de l'État, ça sera au contraire lorsqu'il recule face à la pression de la rue. Il dit maintenant on ne paye plus les dettes. Le gouvernement allemand, en l'occurrence, veut nous imposer des dettes. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en Grèce pendant la Seconde Guerre mondiale, justement, avec les troupes nazies allemandes. De toute manière, l'aide, la soi-disant aide de l'Union européenne pour la Grèce, c'était une aide pour les banques allemandes et françaises qui avaient investi massivement en Grèce en se disant justement on est too big to fail, on fait ce qu'on veut. Donc il fallait dire non, maintenant on ne paye plus. Donc ils ont reculé en Grèce à l'époque. Et s'ils avaient dit non, si tu allais jusqu'au bout de la logique, c'est le système entier qui aurait basculé, qui aurait pu basculer. Parce que c'est un système qui est basé sur la dette. La dette est énorme, c'est au moins 3 fois le PIB mondial. Donc, et la dette augmente plus d'ailleurs que le PIB. Oui. Donc si vous refusez de payer la dette à un moment, le système vacille, mais dans le bon sens parce que ça ouvre la porte à une autre réflexion. Aujourd'hui, dette et PIB vont ensemble. La dette mondiale, je dis toutes les dettes ensemble, privées et publiques, croît plus vite que le PIB. Et les étudiants apprennent qu'il faut augmenter le PIB pour rembourser une partie de la dette, et qu'il faut générer de la dette pour augmenter la croissance du PIB. Ça ne va pas puisque la dette croît plus vite que le PIB. Donc c'est une impasse aussi là. Et donc si vous refusez à un moment donné de payer la dette, une autre logique s'ouvre. C'est ce qu'il aurait fallu faire. Donc il ne s'agit pas de contenter les banques centrales ici ou là ou le FMI. Il s'agit d'une autre logique. Parce que ce qu'imposent depuis des décennies le FMI, les banques centrales, les grandes banques, c'est destructeur en dernière instance. Marc Chenet, on arrive au terme de notre entretien. On a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Voilà, donc si vous avez quelque chose à ajouter. Non, je ne pense pas. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose qui avait un élément important Ou un mot de la fin en conclusion. Mot de la fin, c'est que nous sommes confrontés à une situation paradoxale. Dans une impasse, les signaux sont rouges, mais en même temps, les solutions, on les connaît. Et ils correspondent aux intérêts de 99,99% de la population, finalement. Donc, il faut se réveiller, il faut ouvrir les yeux et ne pas accepter ce qu'on nous dit. Il faut bien réfléchir, arrêter la machine, prendre le temps de manière posée, de voir où on veut aller, si on veut rester dans l'impasse, au cul-de-sac, ou si on veut changer de direction. Et je pense bien sûr qu'il faut changer de direction le plus vite possible. Marc Chenet, merci pour cet entretien. Je vous en prie.